Dans l'épisode précédent, vous étiez allé voir l'herboriste et vous aviez considéré assez rapidement avec elle que vous lui faisiez confiance et qu'elle n'était pas une menace. D'un côté, vous étiez retourné vite au village, vous aviez esquivé la veillée, vous étiez allé enquêter sur le cri. Et en fait, le cri vous a révélé l'existence d'un culte au sein du village. Un culte qui s'est créé pendant l'épidémie, qui s'est créé pour protéger le village. Mais un culte qui a fait des choses affreuses. Et en vous battant contre les restes des sacrifices de ce culte, vous aviez assez rapidement regroupé les fautifs. Vous aviez brûlé le maire dans le bûcher, dans les cendres qui restaient de votre combat. Et vous étiez en train de ramener au village les 5 personnes restantes de ce culte qui étaient à l'origine des crimes. Donc en pleine nuit, vous revenez au village et vous passez l'entrée ouest et les murs pour arriver assez rapidement sur la place. La place est encore un peu bondée. Et quand vous arrivez avec 5 personnes encapuchonnées, vos épées sorties, la plupart des villageois sur place qui étaient encore en train de, pas de célébrer, mais en tout cas de veiller pour les malades, de prier pour les morts, se retournent et un peu sous le choc de voir les 2 chasseurs de sorcières arriver avec des habitants connus comme le couple de tisserands, Egon et Hilda, ou le boucher, Frédéric, et vous les menez assez rapidement au centre de la place. Anton s'approche de vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, mon gars, j'en ai coupé du bois là. J'ai bu une petite bière pour le courage, et puis j'ai taillé de la branche. Regarde-moi ça là. Il y a une petite trentaine de bûches, hop, posées contre la chapelle. C'est pas plus mal, non? Anton, my boy. Je suis content. Mais par contre, dis-moi, est-ce que ça t'intéresserait? Écoute, pour contrer la malédiction, j'ai des petits bracelets de noix. Est-ce que je mets la main sur le visage et je le pousse comme ça. Une pièce d'argent. Je savais que vous allez bien vous entendre. Voici les serviteurs du chaos de votre village. Le maire faisait partie de ce groupe. Ils ont assassiné la jeune fille du meunier. Et aujourd'hui, la justice impériale va être rendue. Tu prépares un bûcher de la branche d'arbre. Oui, mais tu le fais assez... sommairement. Il respire beaucoup ton bûcher, c'est pas un bûcher très, très technique. Et je prends le mari à Egon, je le chope et je l'installe sur le bûcher. Voilà, avec tout ce que je peux de brindilles, de choses inflammables. Egon, qui est complètement crispé par la peur. Non, ne me tuez pas! Je voulais juste sauver le village, je ne mérite pas! Et là, il y a des villageois qui protestent, qui crient d'effroi en voyant cet homme respecté. Bah moi les gens, je les garde en joue comme ça pour que personne ne s'approche du bûcher. Personne n'ose s'approcher. Donc pendant ce temps, je chope des torches qui sont posées ici et là dans le village. J'en prends 2. Et donc j'allume le feu. Et je me tourne vers les villageois et je fais voilà ce qu'il en coûte de défier l'autorité impériale et de traiter avec les forces du chaos. Et au moment où tu dis chaos, dans un cri d'effroi, Egon brûle au milieu de ce bûcher. Il se débat à l'intérieur. Et les villageois sont tous apeurés et vous regardent. Et ils regardent les 4 autres personnes encapuchonnées restantes. Une fois que Egon a arrêté de hurler, c'est au tour d'un suivant. Je prends l'un des villageois dont on connaît pas le prénom et je le jette dans les flammes. Je le chope par le col, s'il essaye de résister, c'est coup de bras métallique. Et je le jette dans les flammes, tout simplement. Un villageois se fait propulser au milieu des flammes et va prendre feu à son tour. À ce moment-là, Hilda, la femme du tisserand, essaye de s'enfuir. J'ai juste un regard vers Elric et je dis rien, je le laisse faire. Je la rattrape par la capuche. Et comme c'est une tunique, de toute façon elle n'arrivera pas à s'en défaire, donc et je la ramène. Et elle te met un coup comme ça qui enlève ta main. Avec la main gauche, je prends ma dague et je l'envoie. Jette-moi un des 20. 15. La dague rate. Ça passe au-dessus de son épaule, ça frôle son oreille et elle se met à courir de toutes ses forces. Je tire dans le dos. Avec ton canon monté. 4. De l'autre côté, Otto qui voit ça, sans perdre une seconde, lève son bras gauche, le maintient avec son bras droit, fait descendre sa main, métallique bien sûr, et met feu à la poudre qui est contenue dans le canon. La poudre et le boulet de canon à l'intérieur fusent. Il
passe juste à côté des autres villageois encapuchonnés qui n'osent pas bouger, et il va transpercer le torse d'Hilda, qui finit sa course avec son buste décollé, qui tombe pendant que ses jambes vont terminer sa course quelques mètres plus loin. Tout le monde est paralysé, tout le monde voit ça, et les autres, les 3 derniers encapuchonnés tombent à genoux. Bah, tu continues. Oui. Mais c'est toi qui les mets. Ah non, j'ai récupéré ma dague tranquille, ça, le feu, c'est ton truc. Je suis pas En récupérant ta dague, quelques mètres plus loin, tu vois le cadavre mutilé d'Hilda, ouvert en 2 au niveau du torse, comme si sa cage thoracique n'était plus là, finalement. D'un espèce de Hulker, tu tournes le regard et tu retournes vers le centre. Bah, c'est vrai que je suis un peu... Je me dis, waouh, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais d'un autre côté, j'oublie pas cette fille avec les yeux... Ah, ouais, non. Crucifiée comme ça dans la forêt, sans yeux, sans rien. Je me tourne vers Elric et je lui fais tu en prends un et tu le jettes dans le feu. Non. C'est vous le feu. Vous nous avez saoulés toute la journée pour avoir votre feu. Donc maintenant, c'est votre problème. Moi, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. J'ai pas réussi. Vous avez réussi à la tuer. Tant mieux pour vous. Maintenant, c'est votre problème. Tu vas être chasseur de sorcières, non? C'est chasseur de sorcières, oui, pas meurtrier. Pense au meunier, à sa fille, à ce qu'ils lui ont fait. Oui, je sais. Mais c'est votre délire, le feu. Moi, je les aurais ramenés avec nous à la capitale. J'aurais jamais fait ça. Parce que finalement, on vaut pas mieux qu'eux. Nous aussi, on fait notre justice comme ça, au coin de table. Tu as raison. Je ne vaux pas mieux qu'eux. J'en prends un autre et je jette au feu. Et dans les vêtements qui s'enflamment, qui s'embrasent, une fois de plus, tu te rends compte qu'être un chasseur de sorcières, peut-être que ça demande une volonté que tu n'as pas. Une part d'inhumain que je n'ai pas. Peut-être. Ah, complètement. On peut pas dire que je précise pas ça, hein. J'en prends un autre et je le rejette dans le feu. Il en reste combien? Enfin, après lui. Il en reste plus qu'un. Je fais juste un petit... Mais je crie 1 minute de silence. Et puis, tu sais, histoire de... Je m'adresse plus à la foule. Et la foule obéit, et dans ce moment de minute de silence, tout ce que l'on entend, c'est les crépitements des flammes. Gamin, il en reste un. Bon, je te le laisse. Fais-le, gamin. Oh non. C'est ça être chasseur de sorcières aussi. Ah, peut-être parce que je veux pas être chasseur de sorcières, je voulais juste, finalement, partager du temps avec vous, peut-être. Tant pis. Je prends le dernier et je le jette dans les flammes. Je regarde la foule comme ça, et un peu paniqué, et je dis ils ont free. J'espère que vous avez tout compris. Voilà. Non. Bah pourquoi? Non. Mais si. Et le dernier, à son tour, jeté dans le bûcher, dans ces flammes puissantes, se consume dans un cri. Et dans le regard des villageois, qui sont tout autour de vous, pétrifiés, vous ne voyez que les reflets des flammes, de l'agonie des hommes et la peur de mourir. Souvenez-vous, il y a 15 ans, l'homme que vous avez brûlé. Souvenez-vous de lui et souvenez-vous de ce soir. Tuez les bêtes malades, brûlez les corps des malades, brûlez vos récoltes et n'utilisez plus l'eau de la rivière. Ce n'est pas une malédiction, c'est une épidémie. Et qu'ils viennent de voir, ils ont du mal à faire le lien entre tout ce qui se passe. Dis-le en chanson, Hugo. C'est Hugo qui expliquera aux villageois ce qu'il a vu et le pourquoi du comment. Et la seule source d'eau potable vient du temple du dieu mort. Ce ne sera pas une musique cette fois, ce sera des paroles sincères. Et là, je fais... Mes amis ont raison. J'ai été témoin de tout cela. Et écoutez-les, parce qu'ils sont la voix de la sagesse. J'ai été témoin de la grande bravoure de Monsieur Otto. Alors maintenant, s'il vous plaît, prenez, si vous le souhaitez, un petit bracelet concocté par notre grand Anton, et évitez de boire l'eau et de manger la nourriture jusqu'à nouvel ordre. Merci. Et il y a quelques applaudissements un peu maladroits, genre... Ouais. Ok. Je reste très sérieux. J'ai faim. Oui, mais alors... après tout ça, moi... pas très fin, moi. Je me dirige vers la taverne
pour manger. Tu es juste à côté. Oui. Bah, moi je te suis, mais enfin je vous suis, mais après je me dis la malédiction est toujours là, ou la maladie tout court. Donc il faut. Mais il faut manger avant. Et dormir. Allons-y, c'est pour moi. En entrant dans la taverne, Berthe, qui, contrairement à son habitude, est un peu figé en vous voyant. Il est tout seul dans la taverne, il n'y a personne d'autre. Ah, messieurs, je vous sers à boire un petit lit peut-être. À manger, à boire. Très bien, et très vite, j'arrive. Et il part dans l'arrière-boutique. Ah, tu vois, je t'avais dit qu'il me fallait du bois. Ouais, bon, on a bien fait de le chercher. Ouais. Puis bon, moi l'avantage c'est que je me dis que 6 personnes en moins, bah ça fait 6 lits en plus. Donc je vais peut-être enfin pouvoir dormir à l'auberge. Il ressort de la cuisine avec des chopes, de la viande séchée. Et il vous la met sur le comptoir, comme ça, servez-vous. Et écoutez, toutes les chambres à l'étage sont vides, alors faites comme chez vous ce soir. Ah, mais enfin une bonne nouvelle. Et il retourne dans la boutique. Il a l'air vraiment apeuré maintenant. Il peut. Ah, moi je mange et puis je vais me coucher parce Moi, que tout pareil. parce qu'en plus j'ai dormi sur une table la nuit dernière, alors c'était pas la meilleure nuit. Hugo, tu dors dans une chambre ou sur la table? Non, je vais prendre une chambre. Je vais reprendre ma chambre, finalement. Ok. Bah bonne nuit, à demain. Vous repérez et vous montez à l'étage. Vous allez dormir dans le lit. Mais cette nuit-là, vous avez du mal à vous coucher. À part Otto, qui lui est très à l'aise. Mais vous avez du mal à dormir. Vous entendez les cris de villageois et vous voyez des flammes hautes comme des piliers de temples brûler le territoire. Et ça, vous cauchemardez en sentant l'odeur du napalm au petit matin. d'humain grillé que vous avez senti toute la soirée. Et aux premières lueurs de l'aube, vous vous réveillez. Ah bah moi je descends, j'ai pas bien dormi, j'ai un peu la tête. J'ai moins bien dormi que sur la table. Vraiment, hein. Ça m'arrive pas souvent, mais ouais, j'ai pas très très bien dormi et bah j'arrive et puis bah je vois que je suis tout seul. Peu de temps après, te suivent tes 2 acolytes qui descendent à leur tour. Oui, genre. Bien dormi? Bien dormi. J'ai un peu eu du mal, mais du coup, j'ai un peu réaccordé ma guitare. Ah, fais-le écouter ça. Mais regardez. Effectivement, Ah oui. c'est pas du tout accordé. Ah, c'est carrément mieux. Tu as passé beaucoup de temps? Ah bah oui, J'ai un peu peur presque qu'avec toute la hier nuit. soir, elle ait pris de la mauvaise énergie, ta guitare. Hein. La mauvaise énergie. Ah oui. Ah, c'est reparti. Ah, c'est peut-être parce que je l'ai utilisé avant les Ah, recommandations. attends, regarde. 1, 2, 3, y a plus rien. Voilà, c'est bon. D'accord. Il fait? C'est beaucoup mieux. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. Eh ben, je suppose que nous allons prendre nos chevaux et puis remonter le cours de la rivière. On n'a que 2 chevaux. Il va monter avec toi. Ah, super. Bon, bah. Le cheval est vieux, tu sais. Ah, Ouais, j'ai hâte. le cheval d'ailleurs. Allez, en route. En route, mauvaise troupe. Écoutez, j'ai un catalogue avec plein de citations comme ça. Et j'aime bien en placer de temps en temps. En route, Y a pas mauvaise de troupe, mal. c'est pas mal aussi. Il n'y a pas de mal. Donc en route, mauvaise troupe, monte sur mon cheval. Avec moi. Je le suis de près, de très très près. Il s'accroche à moi un peu, tu sais. Genre, ça me dérange un peu même, je trouve. Il t'enlace. Ouais, peut-être. on est un peu trop près d'ailleurs. Après, entre vous deux, il y a la guitare quand même. Oui, mais je sens sa guitare dure comme du bois, ça m'inquiète beaucoup. Ok. Voilà. Non, mais il faut le préciser, c'est des choses qu'on précise pas. Oui, très bien. Pour l'immersion de ceux qui nous écoutent, je trouve que c'est très important. Mais tout à fait. Et puis en plus, pendant ce temps-là, Otto est très bien sur son cheval tout seul. Bah oui. Puis on aurait pu te donner le chien. T'aurais pu monter sur le chien finalement. Parce que c'est quand même un dog allemand, c'est quand même assez. Enfin bref. Non, je non, sais c'est pas un vieux chevaucher chien le- aussi. Il n'y a pas Oh. grand-chose de jeune par ici. De toute façon, je ne sais pas chevaucher les chiens. Étant sorti de la taverne et ayant enfourché vos chevaux, vous partez en direction du sud. Pour la première fois que vous êtes arrivé dans ce village. Vous suivez un chemin qui passe à travers plusieurs maisons, plusieurs quartiers, et vous arrivez à nouveau dans les plaines. Mais ces plaines-là ne sont pas du tout entretenues. Il n'y a pas de champs, il n'y a pas de ferme, c'est complètement sauvage. Et vous voyez cette grande rivière qui contourne le village, qui se sépare en fait au sud du village, et qui rejoint un seul cours d'eau qui remonte. Vous le suivez un moment, et c'est vers midi que vous arrivez au pied
du sentier montagneux. Ouais, ça va, je suis étrangement satisfait ce petit matin. J'ai rendu fier l'empereur. Le chemin qui monte en direction des anciennes mines ne paraît pas difficile. Mais il fait très chaud. Le soleil tape et vous fatigue. Bien que le chemin ne soit pas trop escarpé, il est très long. Et vous ne savez pas combien d'heures ou de jours ce voyage au sommet vous prendra. Vous la suivez un petit moment, cette rivière. Et au bout de quelques heures, elle rejoint une petite cascade. Et pour arriver à la suivre plus haut, il va vous falloir grimper quelques mètres. Et abandonner vos chevaux. Oui, on attache les chevaux qui puissent... Alors, quel est l'état de la végétation autour du cours d'eau? Ce que vous voyez, c'est que l'eau, plus vous montez, et plus elle paraît un peu noircie, un peu impure. Il n'y a aucune végétation autour, en tout cas. Ou s'il y avait de la végétation, elle n'est plus là. Parce qu'autour de l'eau, il n'y a que de la pierre. Ok. Je propose qu'on aille accrocher nos chevaux le plus loin possible de la rivière, au cas où si ils soient tentés d'aller vers l'eau ou quoi, qu'on puisse pas redescendre à pattes, quoi. C'est clair. Donc on va faire ça, puis on va continuer notre chemin. On continue. Parfait. Let's go. Tu laisses ta guitare ou tu la prends malgré la chaleur, tout ça, tout. Enfin, moi je te conseillerais de la laisser, quoi. Oh, ce serait dommage de la casser au ce serait cas où d'une dommage, chute. voilà. Ouais, non, ouais. Vous avez raison. Bah oui. Toujours les bonnes pensées au bon c'est la moment. bienveillance. c'est On qui préfère parle. prendre soin de toi. Ouais, moi c'est la bienveillance avant tout et J'apprends tellement auprès de vous. On apprend tellement auprès de nous auprès aussi. de nous. Ouais. Je laisse ma guitare sur le cheval. Oui. Non, pas sûr. À côté. Elle est côté très, ouais, elle est très bien à côté. Bon, tu peux la mettre sur le mien, c'est pas grave. Ok, je vais faire ça. Hop, puis je lui fous une grosse tape. Merci, cheval. Belle Hans. Merci, Hans. Je mets la hanse de ma guitare sur Hans. Le chien peut pas te suivre non plus, hein, s'il faut grimper. Non, le chien, c'est je l'attache aussi. Pour pas qu'il aille du côté de l'eau, tout Un ça. chien en laisse. Vous êtes au pied de ces quelques mètres qu'il vous faut grimper à la main. Vous allez tous me faire un jet d'athlétisme. Oh, qu'est-ce que je suis bon. 24. Ah 75. Et moi, je dois faire 75. Oh, bah tu vois. 35, 33. Du coup, vous arrivez tant bien que mal à trouver des accroches pour vos mains, pour vos pieds, à vous hisser pendant quelques mètres sur ce petit passage escarpé. Et vous arrivez sur un espèce de tout petit plateau. Et de là, la rivière continue de grimper, mais le chemin devient plus rocailleux. Et la rivière qui faisait une cascade, du coup, pendant ce petit morceau de grimpette, vous paraît ici en amont plus toxique qu'elle ne l'était en contrebas. Un fluide noir se dissout et il la parcourt de temps à autre, ce qui vous indique que vous êtes sur la bonne route. Alors vous entendez un grondement, puis un tremblement. Au-dessus de vos têtes, des cailloux dévalent la pente et vont se fracasser plus bas. Des pierres de tailles différentes vous fondent dessus. Un éboulement. Moi, je m'abrite direct. Ouais. Contre l'une des. Je vois un rocher devant, je m'abrite juste à côté du rocher pour. Vous me faites toutes les trois un jet de Dex. Oh, j'ai fait 2. Waouh. 0-2. Alors, ce qui se passe pour toi, Elric, c'est qu'au moment où tu entends les cailloux qui dévalent la pente, t'es le premier à réagir et tu te jettes contre la paroi et tu vois les pierres qui tombent quelques mètres plus loin de toi et tu sais que t'es à l'abri, instantanément. Tes camarades, ça les inspire. Ils ont un bonus de 10 sur leur prochain lancer grâce à toi. Là, il y a un lancer. Je dois faire 64 et j'ai fait 98. Et je me disais Sûrement justement pas de la que forêt. heureusement que j'ai pas pris ma guitare. Ils sont vraiment très forts. Hein. Ce qui se passe, c'est que un caillou tombe et te brise l'avant-bras gauche. Voilà, je fais que. Ah voilà. Je dois donc faire 72. 44. En voyant qu'une pierre lui brise le bras, comme ça tu l'attrapes et tu le projettes contre la paroi, ce qui n'arrange pas sa blessure, mais ce qui le sauve de peu, car tu vois qu'une pierre a failli lui fracasser le crâne. À moins d'une seconde. Là, j'ai mal là, je suis. Ah. Le grondement se calme. L'éboulement s'est arrêté. Vous sentez que la voie est libre. Est-ce qu'il y a moyen de lui fabriquer une attelle avec des morceaux de branchage et du tissu aux alentours? Rien de vivant autour.
que de la pierre. Oh, on repasse te chercher plus tard, hein. On va pas l'abandonner là. Imagine, il y a je ne sais quelle créature qui traîne. Ah bah oui, mais il peut pas continuer avec son bras. Cet éboulement ne m'a pas l'air bien naturel. Hein. Ouais, mais il peut pas continuer avec son bras, regardez. On voit la bosse de l'os. Après, si je suis un poids mort pour vous... Est-ce que j'ai des connaissances de quoi lui remettre l'os au moins en place de par ma... Je vais considérer ça comme un truc de survie. Donc si tu fais un jet en dessous de 60, tu peux peut-être arranger sa brisure. J'ai fait 45. Ok, c'est 46, réussi. pardon, 46. Tu vois, selon l'angle de son bras, que les deux os de l'avant-bras sont bien brisés. Tu peux les remettre en place, mais il aura toujours mal. Mais Donc, tu je le vois, remets en place, ouais. tu peux le remettre en Au place. moins ça, qu'il puisse continuer. Dans un crack violent, tu as une douleur d'un coup. Donc la douleur est vive, mais elle s'arrête juste après que le bras soit remis en place. Elle reprend doucement, mais elle est beaucoup plus légère qu'auparavant. Faut qu'on continue là, on n'a pas le temps. Oui. Moi, je suis un peu dans les vapes là, je comprends pas trop ce qui m'arrive. On le laisse ici ou il vient avec nous? Non, il va venir avec nous. Ok. Vous continuez de grimper des heures durant, sous un soleil de plomb, et un vent qui devient de plus en plus violent, et l'air frais commence finalement à vous rafraîchir. Vous êtes de moins en moins chaud, même si votre peau est brûlante. Et vous atteignez un petit belvédère. De là, vous voyez l'ensemble de la forêt, de la grande plaine et du village au milieu. Les terres qui continuent jusqu'à l'horizon sont vallonnées et verdoyantes. La grandeur de l'Empire vous fait face. Et dans le ciel au-dessus de vous, des oiseaux de proie, extrêmement grands, tournoient, projetant leur ombre en contrebas, comme surveillant les montagnes. Ce sont de grands aigles. Vous continuez et vous approchez finalement du sommet. L'air est frais et le paysage derrière vous est trop distant pour apercevoir autre chose qu'une étendue verdâtre. L'eau de la rivière est noircissante et devient toxique et corrosive. Au bord de l'eau, vous voyez les ossements d'une chèvre des montagnes. La partie de la bête qui se trouvait dans l'eau n'est plus qu'une infâme masse rouge collante et des os corrodés qui dépassent. Un peu plus loin, les branches d'un arbre mort tombé dans l'eau sont noircies et s'effritent au fur et à mesure que l'eau passe. Vous continuez. Vous arrivez sur un plateau proche du sommet. Mais la rivière ne monte pas plus haut. Elle sort d'une large fissure qui se trouve à quelques dizaines de mètres en face de vous. Mais l'entrée est scellée par ce qui ressemble à un éboulement. J'approche, oui. En approchant, Elric, tu vois quelques passages dans la roche qui peuvent vous permettre de vous y glisser. Bah moi je m'y glisse et je dis je vais y aller et je vous dirai qu'est-ce qu'il y a derrière. Ne me suivez pas tout de suite. Donc vous restez à l'extérieur. Je suis impressionné par le courage. Pendant qu'Elric se glisse dans la roche, dans la paroi pierreuse, et tu arrives enfin dans une grotte. Le froid intérieur te mord le visage, et tes yeux ne distinguent pas grand-chose. Mais tu entends l'écoulement de la rivière. Il fait complètement noir. Je vois rien là-dedans. Vous entendez une voix un peu distante. Je vois vraiment rien, faudrait de la lumière ici. Je rentre. Toi aussi à ton tour, tu te glisses dans l'interstice des pierres qui sont éboulées. Ok, je surveille. Et tu te faufiles un moment. Et tu arrives effectivement et tu sens en arrivant l'épaule de ton ami à laquelle tu t'accroches. C'est moi. Oui, Oui, je précise. tant mieux. Toi, Tant tes mieux. yeux, pendant ce temps, ont eu le temps de s'habituer un peu à la pénombre. Et tu distingues simplement que vous êtes dans un long couloir. Et mais je vois le sol un peu ou pas du tout? Très peu. Bon Je pense qu'on va avancer à tâtons. Attends, voilà, on avance à tâtons. Le temps de s'habituer encore un peu au noir, on avance, on teste bien le sol s'il est bien palpable, et on y va. Est-ce qu'en frottant les deux pierres que j'ai, les étincelles peuvent suffire à un peu éclairer? Non, je Tu pense peux essayer. J'essaye. J'essaye. J'essaye de frotter deux pierres, juste histoire de voir si on voit quelque chose. Le temps que les pierres les étincelles font qu'autour de toi, tu remarques qu'effectivement vous êtes dans un espèce de couloir. Le couloir est assez large finalement. L'eau continue en contrebas. Attention à ne pas y mettre le pied. Mais sur votre gauche, il y a un mur et un passage. Bah on continue. Ouais, je le suis. Je continue à m'accrocher à son épaule, je suis pas très assuré. Donc vous enfoncez un peu plus loin dans la montagne. Et plus profondément, une faible lumière vient à vous. Une lumière que vous déterminez venir de champignons dans cette grotte.
Vous suivez ce tunnel sombre quelques minutes. Et vous émergez enfin dans une immense caverne, faiblement éclairée par des cristaux lumineux renvoyant une couleur azur dans l'eau de la rivière, qui est maintenant une large retenue d'eau noircie. La première chose qui vous frappe, c'est l'étrange puanteur qui se dégage de la caverne, et surtout l'étrange grognement, grave et profond, une respiration lente mais puissante. Ça pue, gamin. Et je parle pas que de l'odeur. Alors, vous voyez un peu l'intérieur de la caverne qui s'est agrandie, mais de là où vous êtes, il y a toujours le mur qui vous bloque un peu la vue. C'est-à-dire que vous savez que l'odeur et ce que vous entendez vient d'un peu plus loin. On y va, mais doucement. Et en observant du coin du mur qui tourne alors enfin dans cette grande caverne, le bruit et l'odeur vous ramènent à la même source. Un air vicieux qui sort d'immenses naseaux creusés dans une peau d'écaille noire. La mâchoire gigantesque d'une créature dont la simple tête est plus grande que chacun d'entre vous. Montée sur un large cou, de grandes ailes noires, de pattes solides sur lesquelles sont accrochées de longues griffes ressemblant de larges épées. Aucun doute, vous faites face à un dragon qui est assoupi. Tu remarques que plusieurs tas de corps jonchent le sol près de la bête. Des restes squelettiques ressemblant à la chèvre que vous avez vue un peu avant à l'extérieur, leurs armures et leurs armes sont intactes néanmoins. Le fer n'a pas subi le même sort que leur chair. Une large trace sombre suggère que les cadavres ont été aspergés par le sang du dragon, ce qui les a réduits à l'état qu'il en est. Le flanc de la créature est percé de ce qui te paraît être une longue lance. Le long de son manche coule le sang du dragon, épais, noir et pâteux. Il va s'écouler doucement, goutte après goutte, dans la retenue d'eau. Je vais faire une bêtise. Bah oui, bah la fais pas. Non mais c'est pas grave. Il y a quoi, un ou deux villages qui vivent en dessous. C'est bon, c'est pas... Au point où ils en sont, on y va, on descend, on évacue tout le monde, chut, on n'en parle plus et on fait... Parce que si on tue le dragon, il va juste exploser. Enfin, moi, j'ai une idée pour l'exploser, mais... Oui, mais si on tue le dragon, il y aura du sang partout. Le sang va contaminer l'eau pendant des milliers d'années parce que c'est une grosse retenue d'eau. On enlève la lance et le dragon s'en va parce qu'il a plus aucune raison de rester ici pour guérir. Tu devrais sortir, je vais faire une bêtise. Bon bah, je me casse moi. Non, Elric, mais c'est pas une bonne... Eh, pensez à votre fille. Toi, pense à ma fille. Je fais que ça. Je sais. Sors, gamin, et prends soin d'elle. Je le regarde dans le noir un peu. Je mets ma main sur son épaule comme ça et je dis revenez vivant. Et je m'en vais. Ça va être débile. Ça va être terriblement stupide. Je prépare le sac de poudre qui me reste. Je descends le plus discrètement possible. Tu vas me faire un jet de discrétion, donc ce sera à 55. « 97. Oh, j'en étais sûr qu'elle allait En t'approchant du dragon, son souffle lent devient plus rapide et tu vois un œil s'ouvrir. Et sa tête se tourne assez lentement vers toi dans un mouvement où sa tête traîne un peu sur le sol. Dans un grognement puissant, tu sens la chaleur qui sort de sa bouche et qui vient te submerger comme un air qui sortirait d'un volcan. Je suis là pour aider, ne mange pas l'aide. Non, Tyrion dans Game of Thrones, d'accord. Je veux que tu me fasses un jet de dressage en dessous de 20. Je vais utiliser ma fougue sur celui-là. Sur 100, hein. J'ai fait du 28. Il te regarde curieux. Tu sens que il se lève un peu sur ses quatre pattes, comme ça, doucement, et ses deux grandes ailes s'écartent. Et il prend l'ensemble de la caverne, il recouvre le plafond. Et sa tête s'approche de toi, doucement. Et il respire juste devant toi. Je détache mon épée et je la laisse tomber au sol. Le dragon comprend que tu t'es désarmé face à lui. Là, il te regarde, puis il regarde la lance sur son flanc, et il te regarde à nouveau. Je me dirige vers la lance et je la retire. Et tout doucement, je lui montre tout doucement que j'y vais doucement et que je la retire.
Quand tu t'approches de la lance, il te présente son flanc. C'est cœur de dragon en fait. C'est une lance qui mesure au moins 1 mètre de long et 1 pouce d'épaisseur. Sachant qu'il y a 1 mètre supplémentaire qui a l'air d'être enfoui dans le dragon. Il y a 4 courtes rainures coupées dans le sens de la longueur à l'extrémité du manche. Alors la réflexion que j'essaye d'avoir, c'est d'imaginer le type de lame, dans quel sens elle est enfoncée, et de pouvoir l'enlever sans faire plus de dommages internes au dragon. 10, 16. Tu te rends compte que la lance est en fait une très grande flèche de bois et t'as l'impression que les plumes sont tombées et que la lance est enfoncée là depuis des centaines, voire peut-être des milliers d'années. Pour qu'une flèche fasse la taille d'une lance, il y a quelque chose de particulier qui l'a projeté. J'entoure mes mains de mes vêtements, de ma veste, j'enlève ma veste et je déchire ce que je peux. Ah, c'est du cuir, ça va être compliqué. Bah, je déchire ce que je peux comme je peux sur la roche et je l'entoure de mes mains. Le cuir de ma veste. T'arrives à créer des couches de vêtements assez épaisses. Voilà, t'es là, t'es prêt. Entouré de linge, t'as enlevé ta cape, peut-être que même ton chapeau est devant comme... T'as mis ton chapeau peut-être comme un bouclier presque. Et je tire, d'un coup sec. Et je vais te faire un jet de force et de dextérité. Oh là là. Bravo. Tu retires la lance d'un coup sec. Il va m'arriver un truc ce soir, dans la vraie vie. Un jet de sang soudain gicle contre tous les vêtements que tu avais préparés et solidifiés. Et tu vois tout de suite que le sang agresse ton chapeau, agresse les couches de cuir que tu as sur toi et que ça pénètre instantanément et que ça commence à le manger. Le jet est bref, mais la blessure saigne plus abondamment qu'avant. Le dragon hurle, un bruit qui retentit dans toute la caverne. Il observe la flèche hors de son corps qui est dans tes mains. J'enlève mes vêtements. Hein. Le dragon prend une grande inspiration après son cri de douleur. Puis dans une impulsion, un souffle qui te projette au sol. Et contre les parois, il brise le plafond. Les pierres tombent, toute la caverne tremble. Toi, tu sors juste à temps. Au moment où tu enlèves ton bras et ta main de la caverne et que tu rejoins Hugo, tout s'effondre derrière toi. La caverne, en fait, était très fragilisée à cause de l'effondrement. C'est un creux immense dans la montagne qui s'ouvre. Et le dragon s'envole au-dessus des montagnes. Vous voyez ce dragon qui met 2 coups d'aile, 3 coups d'aile et qui prend des mètres de hauteur. J'ai pas le temps de m'accrocher sur une patte ou... Toi, t'es projeté contre les murs. Les grands aigles qui virevoltaient autour s'aperçoivent de l'action. Et ils fondent sur le dragon. À ce moment-là, vous qui êtes à l'extérieur, vous voyez que sur les aigles, il y a des elfes qui les chevauchent. Et ces aigles viennent virevolter autour. Ils l'attaquent de part et d'autre. Mais lui continue sa trajectoire en direction de la forêt de Lorraine. Il se bat contre une dizaine de ces grands oiseaux et contre leurs cavaliers. Les flèches fusent et se plantent dans sa chair épaisse. Il hurle. Il projette d'impressionnants murs de flammes noires qui consument instantanément les aigles, qui tombent comme des météorites dans une traînée de flammes. La bête attrape l'un des oiseaux dans sa mâchoire et en un seul coup de dent le déchire, puis le recrache en plusieurs morceaux, comme s'il n'en était rien. Leur combat continue un moment, et leur trajectoire vers la forêt fait que vous ne distinguez bientôt plus que des ombres qui virevoltent dans le ciel d'été, alors que le soleil se couche à l'horizon. Oups. Eh ben, dis donc, quelle vue. je cours vers la crevasse qui s'est fait et je dis « Monsieur Otto ! Monsieur Otto !» Tu montes par-dessus les pierres, tu les escalades, parce que l'éboulement a creusé quelque chose d'impressionnant dans cette montagne, finalement. Le tremblement continue en contrebas, sous vos pieds, jusque dans les plaines en dessous. Et tu arrives dans cette caverne qui est maintenant un creux dans la montagne. Et effectivement, on va faire un jet de survie pour notre ami Otto. Voir si l'éboulement l'a complètement écrabouillé ou non. Attends, je suis sur 60. Oui. Oula. Et sans bonus, celui-là. Oh, t'es bon. 85. Monsieur Otto ! Et tes appels, alors que tu arrives dans cette caverne, dans cette crevasse maintenant, finalement, n'ont aucune réponse. Et tu soulèves quelques pierres, quelques roches, quelques petits cailloux, et tu ne trouves qu'un chapeau complètement écrasé dans un coin de la pièce. Et un bras métallique qui dépasse. Témoin que le corps
du père de ta bien-aimée gît ici, dans les montagnes grises. Je me mets à genoux, j'enlève le pendentif que j'ai autour de moi, et sur ce chapeau, je mets ce pendentif que j'ouvre tout doucement pour regarder la photo de sa fille qui était à l'intérieur du pendentif depuis le début. Donc là, je m'effondre un peu en larmes en mode je me remémore ses dernières paroles dans la caverne. Je referme le pendentif pour pas que la photo prenne l'eau ou l'humidité ou le soleil, peu importe. Et puis je me relève et puis je fais une petite prière, je regarde le ciel et puis je retourne voir Hugo en me séchant les larmes au coin de mes yeux pour qu'il pense que je suis encore un homme fort, un guerrier. Et je te rejoins et puis adieu Otto quoi. Dans les jours suivant l'événement, la source est revenue à une pureté particulière. Le village fut sauvé. Les récoltes abondantes à nouveau. Et sur les 284 personnes originaires du village, une petite centaine survécut. Ce dragon, vous n'en savez pas l'histoire, mais il est retourné là où sa destinée l'attendait, dans la forêt de Lorraine, avec les elfes des bois. Alors pour les détruire ou... C'est alors de mal se passer, hein. En termes Ça, on en parlera dans l'épisode bonus. Qu'est-ce que vous auriez pu apprendre sur ce dragon et sur l'histoire de la région ? Ta mission a été menée à bien, et malgré la mort de ton beau-père, mais aussi de ton mentor finalement, tu rentres victorieux à la capitale. Et par bonté, sa fille et son fils seront sous ton aile et tu les protégeras avec l'argent de ta famille. J'imagine que tu quitteras l'ordre des chasseurs de sorcières pour avoir une vie un peu plus calme. Oh oui. Fini. Et par contre, j'aimerais bien que Hugo me raconte ce que lui fait, en fait, après ça. Oui, qu'est-ce que je fais ? En tournée dans toute la région. Oui, justement. Je serai le 32. Justement, cette histoire m'a beaucoup retourné et je pense beaucoup à Otto et je me disais, pendant qu'on était dans notre voyage, je me disais peut-être que je vais lui demander de le suivre ou dans ses aventures ou quelque chose comme ça. Et finalement non, je me suis dit... Quand je vois tous ces villageois, même si je suis très content que tout soit revenu dans l'ordre, l'aventure me manque et j'ai envie de partir. Donc je pars avec ma guitare. Ah non, t'es pas obligé. Et qui n'est plus maudite. Et ouais, maintenant je pense être un valeureux guerrier. J'espère que l'un de vous se prend le sang du chien quand même. Oui, bien sûr. Et de ton cheval. Et du cheval. De toute façon, ils se sont fait écraser par les boulements. Non. Eh bien, merci d'avoir écouté ce podcast. C'était notre première campagne du Journal des Mondes. Premier enregistrement, première saison, finalement. C'est un peu un nouveau format pour nous, parce qu'on essaye de proposer quelque chose de particulier, où à la fois c'est du jeu de rôle, à la fois c'est de la narration, et à la fois c'est surtout un univers immersif dans lequel on va rajouter un max de bruitage. L'idée d'avoir utilisé le monde de Warhammer, c'est que c'était un monde qu'on connaît, en tout cas nous autour de cette table qu'on connaissait. C'est un peu un terrain de jeu pour nous, un terrain de jeu pour un univers fantasy, fantastique, et dans lequel on prend quelques libertés peut-être parfois, mais qui nous permet de nous exprimer dans un contexte très, très typique finalement du jeu de rôle médiéval fantastique, et dans lequel on va avoir un peu de fantastique, un peu de glauque, un peu de gore, un peu de voilà, et une aventure assez sympa. Mais plus tard, on va souvent se tourner dans le Journal des Mondes vers des campagnes originales, des campagnes complètement écrites par moi, le narrateur, et l'équipe du Journal des Mondes. Cette campagne, donc, c'est une campagne à la base qui avait été écrite par Robin Law, qui est disponible sur le site L'Héritage des Anciens, qui est un site de jeux de rôle Warhammer, français d'ailleurs.
sur lequel se trouvent beaucoup de ressources pour jouer au jeu. Et cette campagne s'appelait Les Écailles Brisées à la base. Donc nous, on a changé le nom, on l'a simplement appelé Warhammer, parce que ce sera notre campagne Warhammer. Peut-être qu'on n'en fera pas d'autres de sitôt dans cet univers. Mais je vous invite vraiment, en tout cas, à aller chercher cette campagne-là. Sur ce site-là, il y a beaucoup d'autres campagnes. Pour commencer, on voulait quelque chose d'assez tranquille, d'assez enquête, qui ne fasse pas trop d'action, pas trop de... Voilà. Donc c'était très bien d'avoir ce contexte dans un seul village, où les joueurs vont être toujours au même endroit, à parler à plusieurs personnes. Plus tard, on fera des campagnes beaucoup plus libres, j'imagine, avec des mondes, des univers complètement ouverts, où ils pourront vraiment s'exprimer, faire ce qu'ils veulent, et où moi, j'aurai aussi moins de personnages à jouer, parce que c'était un peu la difficulté. Voilà. Si cette campagne vous a plu et que vous en voulez plus de la part du Journal des Mondes, vous avez droit à un épisode particulier, ce qu'on va appeler l'épilogue. C'est un épisode de débrief où tout autour de la table, on en parle tous ensemble, moi et mes joueurs, de ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, raté ou pas raté dans l'aventure, ce que j'ai écrit, ce qui avait été préparé, ce qu'ils n'ont pas rencontré. Ça vous permet peut-être de voir aussi ce qu'il était possible de faire dans cette aventure qui est complètement ouverte, bien sûr. Si le jeu de rôle en général vous intéresse et que vous voulez en faire avec vos amis, que vous voulez mener une campagne de votre côté, c'est complètement possible. Et nous avons envie de vous aider, c'est pour ça qu'on met à disposition toutes nos ressources, toutes les ressources que je crée et que j'ai utilisées. J'ai pas tout créé pour cette campagne, mais en tout cas tout ce que j'ai moi de côté pour animer la session, je vais le mettre à disposition. Donc nous avons tous les documents pour le maître de jeu, savoir qui sont les personnages, les informations qu'ils ont à détailler, tout ce qui se passe pendant la campagne, les fiches personnages pour vos joueurs, et il suffit d'un peu de motivation, connaître 3 règles et demie de jeu de rôle, et encore nous avons simplifié le fonctionnement au maximum exprès pour que ce soit accessible à tous. Et toutes ces ressources seront du coup à votre disposition sur un lien que l'on vous mettra peut-être dans l'épisode de débrief. Voilà, merci à tous d'avoir écouté en tout cas. À bientôt pour la prochaine session. Et si le Journal des Mondes et ses aventures vous intéressent, parce qu'il y en aura beaucoup d'autres, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube. Et du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche. Et à bientôt pour une prochaine session du Journal des Mondes. Salut.